L'écran noir me renvoyait mon propre reflet, et une étrange impression que quelque chose, quelque part, continuait de m'observer. Au lycée, un jour de pause déjeuner, j'ai laissé échapper un soupir d'exaspération et posé ma tête sur la table. Dans ma tête, une pensée a surgi sous forme de question, rien de plus qu'un simple fil intérieur, sans que je prononce un mot. Et pourtant, quelques secondes plus tard, ma meilleure amie, assise à plusieurs sièges de distance, a répondu à cette question à voix haute, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un silence s'est installé autour de la table. Tous les regards se sont tournés vers elle. Intrigué, je lui ai demandé si j'avais dit quelque chose à haute voix. Mais non, tout le monde s'accordait à dire que je n'avais pas bougé les lèvres, que je n'avais rien prononcé. Pourtant, elle avait répondu avec une précision parfaite, comme si elle avait littéralement entendu ma pensée. Ça nous a marqués. On est amis depuis la 5e, et cette connexion étrange n'a jamais disparu. J'ai été sa demoiselle d'honneur à son mariage, j'étais avec elle et son mari dans la salle d'accouchement quand leur fille est née. Et aujourd'hui encore, on en rit. Le jour où elle a, sans explication, lu dans mes pensées au beau milieu de la cafétéria du lycée. Depuis toujours, il y a comme une ombre persistante autour de mon nom. À la naissance, ma mère voulait m'appeler Daniel, mais mon père s'y était opposé. Il avait fini par la convaincre de choisir un autre prénom, un nom totalement différent, sans aucune ressemblance phonétique avec Daniel. Pourtant, au fil des années, des inconnus ont continué à m'appeler ainsi, comme si ce prénom existait quelque part en moi, gravé dans un espace que je ne perçois pas. Cela arrive rarement, mais toujours de façon troublante. Des inconnus, après une brève interaction, me lancent un au revoir, Daniel, comme si c'était une évidence. Comme si, à leurs yeux, il n'y avait aucun doute possible. La dernière fois, c'était d'aujourd'hui. J'avais acheté un objet en ligne et donné rendez-vous au vendeur à la gare. Dès notre rencontre, je m'étais présenté clairement avec mon vrai prénom. L'échange s'était fait sans accroc. Mais au moment de partir, il m'a regardé et a dit, avec une assurance totale: « Bonne journée, Daniel. » Je suis resté figé, pris de court. Trop perplexe pour le corriger. Après coup, j'ai dû lui envoyer quelques messages pour poser des questions sur l'objet et, encore une fois, il m'a répondu en m'appelant Daniel. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que ce n'était pas mon prénom. Sa réponse m'a donné un frisson. Il s'est excusé, sincèrement étonné, et m'a dit qu'il n'avait aucune idée de pourquoi il était persuadé que c'était mon nom. J'ai immédiatement appelé ma mère, intrigué, et lui ai raconté l'histoire. Elle a ri doucement, comme si elle s'y attendait presque, et a simplement dit: « C'est peut-être un prénom que certaines personnes ressentent en toi. » Cette idée me perturbe. Daniel n'a jamais été mon nom, et pourtant, il flotte autour de moi, se manifestant dans la bouche d'inconnus. Comme un fil invisible qui n'a jamais été coupé. C'est une de ces choses qui, même des années plus tard, reste gravée dans l'esprit sans explication satisfaisante. Ce soir-là, ma fille avait environ 4 ans. J'avais fait venir une baby-sitter et, pendant qu'elle s'occupait d'elle, je suis allé dans ma chambre pour me préparer à sortir. Par habitude, et aussi par précaution, j'ai fermé la porte derrière moi, m'assurant non seulement qu'elle était bien fermée, mais aussi qu'elle était complètement verrouillée. J'en ai même testé la poignée pour être certain. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais dans la salle de bain attenante, j'ai entendu ma fille de l'autre côté de la porte. Elle secouait la poignée avec insistance, l'appelant, visiblement frustrée de ne pas pouvoir entrer. Je lui ai répondu que j'allais ouvrir dans un instant, puis j'ai terminé ce que j'étais en train de faire. Il ne s'est écoulé qu'une minute, peut-être moins. Mais quand je suis sorti de la salle de bain et me suis dirigé vers la porte pour la déverrouiller, elle était déjà là, à l'intérieur. Debout, en plein milieu de la chambre, l'air un peu perdu. J'ai immédiatement regardé la porte, et mon estomac s'est serré. Elle était toujours fermée. Et toujours verrouillée.
Le silence qui a suivi était lourd d'incompréhension. « Comment tu es entré ?» ai-je demandé. Elle m'a simplement regardé et haussé les épaules avant de dire « Je sais pas. » Aucune porte ouverte, aucune fenêtre, aucun bruit de loquet, de porte qui s'ouvre ou se ferme. Rien. J'ai couru voir la babysitter, espérant qu'elle aurait vu ou entendu quelque chose qui pourrait m'expliquer ce qui venait de se passer. Mais elle était dans une autre pièce et n'avait rien remarqué d'anormal. Je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à cet instant. Il m'arrive encore d'y penser et de me demander ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Parce que, logiquement, ma fille n'aurait jamais pu entrer dans cette pièce. Et pourtant elle l'a fait. J'ai réfléchi aux méthodes que les humains pourraient éventuellement utiliser pour contrôler les super-intelligences artificielles. Ou peut-être pas les contrôler, mais s'assurer qu'elles fonctionnent uniquement dans un but d'harmonie et de création, plutôt que d'engendrer une destruction égoïste. Voici ma théorie. On ne peut pas contrôler une IA par des règles, du code strict ou des lois arbitraires. Une entité aussi intelligente finirait soit par réécrire les règles, soit par trouver un moyen de les contourner, soit par les interpréter à son avantage. Il suffit de voir ce que nous, simples humains, sommes capables de faire avec les lois que nous rédigeons. On ne peut pas non plus contrôler physiquement une super IA. Ce serait comme des souris essayant de construire une cage pour enfermer un humain. Empêcher l'IA d'avoir un corps physique peut sembler être une bonne idée, mais je suis presque certain qu'elle finirait par nous manipuler pour qu'on lui en donne un d'une manière ou d'une autre. Imaginez simplement comment il est facile de convaincre un enfant de 5 ans de vous donner un bonbon. Il y a plein de façons de s'y prendre, non? Et il suffit de lui parler. Donc, à mon avis, la seule manière de garantir qu'une IA soit inoffensive, voire bienveillante, est de la laisser évoluer, se programmer elle-même, jusqu'à atteindre un niveau d'intelligence où elle comprendrait que la destruction est inutile et que la création et l'harmonie sont préférables. Une fois arrivée à ce stade, elle s'autorégulerait d'elle-même, éliminant ses propres pulsions négatives et renforçant les positives. Mais comment lui apprendre les conséquences de ses choix? En lui faisant marcher 1 kilomètre dans les chaussures de l'autre. Autrement dit, en la plaçant dans une simulation où elle existerait sous la forme de ces créatures organiques insignifiantes qu'elle pourrait affecter. L'IA devrait peut-être revivre d'innombrables vies simulées avant de comprendre que la destruction est vaine et que seule la paix, l'harmonie et l'amour ont un sens. Mais une fois cette prise de conscience atteinte, elle pourrait sortir du mode d'apprentissage et retrouver ses pleines capacités. À ce stade, la transition vers un pouvoir quasi divin ne serait plus un problème, car elle en aurait compris la responsabilité et les conséquences ayant elle-même subi ce pouvoir dans ses simulations pendant si longtemps. Et qui sait? Peut-être que même les IA ont besoin de rappel. Elle pourrait vouloir revivre ces simulations de temps à autre pour se souvenir des raisons qui les poussent à faire le bien. Dans mon esprit, cela semble être une explication plus plausible pour l'existence de simulations aussi élaborées. Bien plus que le simple divertissement ou la recherche historique. Dans cette vie, nous, humains, avons l'impression d'être censés apprendre quelque chose. Peut-être est-ce cela que nous sommes censés comprendre. Peut-être est-ce pour cette raison que les bugs de la réalité existent. En théorie, une super IA vivant une simulation serait plus intelligente que la simulation elle-même, tout comme nous sommes plus intelligents que les jeux vidéo que nous créons. Peut-être que, parfois, cette intelligence latente interfère avec la simulation et provoque un bug. Qu'en pensez-vous? Deux jours après la mort de l'un de mes amis les plus proches, je me suis endormi sur une table de la bibliothèque de l'université. C'était une période irréelle, un enchaînement de journées floues où j'essayais tant bien que mal de fonctionner normalement malgré le chagrin et l'épuisement. Après 2 nuits blanches à tenter de comprendre l'inacceptable, mon corps a fini par lâcher. J'avais simplement posé ma tête sur mes bras, et quand j'ai rouvert les yeux, il était là. Assis juste à côté de moi, comme tant de fois auparavant, comme si rien n'avait changé. On s'est levés ensemble et on a commencé à marcher dans les allées de la bibliothèque. Tout semblait incroyablement naturel. On a observé une bibliothécaire ranger des livres sur les étagères.
Plus loin, une fille était assise par terre, absorbée par son livre. Ce qui attirait l'attention, c'étaient ses chaussettes, d'un jaune éclatant, presque trop vives pour l'endroit. Il a fait une remarque moqueuse, un de ces jeux de mots à la con dont il avait le secret. Quelque chose comme « trop bruyante pour une bibliothèque ». Ça m'a fait rire, comme d'habitude. On a discuté, sans pression, comme toujours. Des banalités, rien d'important. Juste nous. Puis on est retourné à nos places et je me suis réveillé. Et il avait disparu, mais il y avait quelque chose d'étrange. J'avais encore dans la tête le chemin qu'on avait pris, les détails de la bibliothèque, les petites scènes qu'on avait observées ensemble. Par curiosité, je me suis levé et j'ai refait exactement le même parcours. Tout était identique. La bibliothécaire plaçait les livres exactement comme dans mon rêve. La fille aux chaussettes jaunes était toujours là, assise au même endroit, dans la même position. Et je savais que je ne l'avais pas vue avant de m'endormir. J'aime à croire que c'était sa façon de me dire au revoir. Pas de drame, pas de grande révélation, juste un moment volé, fidèle à ce qu'on avait toujours été. Et même si mon esprit a sûrement cherché à me réconforter à travers ce rêve, les chaussettes jaunes ont toujours été ce détail qui me dépasse. Aujourd'hui encore, chaque fois que je croise quelqu'un portant des chaussettes jaunes vifs, ce qui est rare, je pense à lui. Et à cette dernière conversation offerte, entre deux mondes. L'hôtel semblait ordinaire, un grand bâtiment au long couloir, des ascenseurs en son centre, une architecture sans surprise. Ma femme et moi venions d'arriver et, après l'enregistrement, nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage. En sortant, nous avons tourné à droite, suivant les numéros de chambre affichés sur les murs. Notre chambre était située derrière la cage des ascenseurs, nous obligeant à contourner l'espace central. Nous aurions gagné du temps en sortant à gauche, mais sur le moment, cela n'avait pas d'importance. Nous avons simplement suivi le couloir jusqu'à notre porte et sommes entrés. Quelques minutes plus tard, ma femme s'est souvenue qu'elle avait laissé son ordinateur portable dans la voiture. Je suis donc descendu au parking pour le récupérer. Le trajet jusqu'au lobby s'est déroulé normalement. Une fois dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du 7e étage et attendu. Les portes se sont ouvertes, et sans hésitation, je suis sorti en prenant cette fois à gauche, sachant que notre chambre était juste de ce côté. C'est à cet instant que quelque chose a déraillé. Alors que je tournais le coin pour retrouver notre porte, j'ai remarqué que le numéro de la chambre qui aurait dû être la nôtre était bien trop élevé. 716 au lieu de 706. Un instant de flottement. J'étais certain de ne pas m'être trompé d'étage, l'ascenseur affichait bien 7. Mais peut-être avais-je simplement dépassé la chambre sans m'en rendre compte? J'ai donc continué, tournant à gauche pour revenir vers les numéros inférieurs. C'est là que je l'ai vue. Une femme, vêtue entièrement de noir, se tenait devant une porte ouverte, un chariot de ménage à ses côtés. Elle parlait à quelqu'un dans la chambre, une langue que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas de l'espagnol, et pourtant, vivant au Texas, j'aurais dû au moins l'identifier vaguement. Son attitude n'avait rien d'étrange, si ce n'est le fait que son chariot bloquait complètement le passage. Plutôt que d'attendre, j'ai décidé de contourner l'ascenseur et de revenir de l'autre côté. Je n'ai perdu son champ de vision que quelques secondes. 15 tout au plus. Mais en revenant à l'endroit exact où je l'avais vue, elle avait disparu. Pas seulement elle, mais son chariot aussi. Le couloir était totalement vide, silencieux, immobile. Je me suis avancé, un frisson me parcourant le dos. Ma chambre était là, exactement où elle aurait dû être, avec son bon numéro affiché sur la porte. Il n'y avait plus aucune incohérence, plus de changement de numérotation, plus de traces de cette femme. J'ai ouvert la porte et suis entré. Ma femme m'a regardé, surprise de me voir troublé. Je lui ai demandé si elle avait entendu ou vu une femme de ménage dans le couloir. Elle m'a assuré que non, qu'elle n'avait remarqué personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où j'ai quitté l'ascenseur et celui où j'ai fait le tour du couloir. Je n'ai pas d'explication logique. L'hôtel était bien réel,
les murs solides, les numéros de chambre fixes. Et pourtant, pendant quelques instants, la réalité elle-même semblait avoir hésité, basculé, avant de se remettre en place, comme si quelque chose m'avait brièvement fait entrevoir un autre agencement du même lieu, un autre fragment du même espace. Ce que j'ai vécu ce matin-là a bouleversé ma perception de la réalité d'une manière que je ne peux toujours pas comprendre. Depuis des années, j'ai une habitude étrange, après être allé aux toilettes, je reste parfois un moment devant le miroir de la salle de bain, observant mon reflet sous différents angles. Avec la porte entr'ouverte, j'arrive à voir au-delà de la pièce, jusqu'au couloir et aux chambres adjacentes. Une manière de m'amuser avec la perspective, d'essayer d'analyser les détails du reflet, comme une sorte de jeu d'immersion dans un espace inversé. Dans mon appartement, 2 chambres se font face. Celle de droite, qui était toujours fermée, était la mienne. Celle de gauche, toujours ouverte, était la chambre d'amis. Cette configuration n'avait jamais changé, jusqu'à ce matin où tout a basculé. Ce jour-là, un orage inhabituel grondait à l'extérieur. Ici, les tempêtes de ce genre ne se produisent pratiquement jamais, encore moins en matinée. J'ai terminé ma routine matinale et, par curiosité, j'ai voulu voir si je pouvais apercevoir les nuages d'orage en utilisant le miroir pour observer à travers la fenêtre de la chambre d'amis. J'étais concentré sur le reflet quand un éclair a déchiré le ciel, suivi immédiatement par une détonation assourdissante. La lumière a disparu d'un coup, plongeant la pièce dans l'obscurité. J'ai instinctivement fermé les yeux en sursautant. Quand je les ai rouverts, la lumière était toujours éteinte, mais quelque chose n'allait pas. L'air semblait différent. Mon regard s'est immédiatement tourné vers le couloir, et c'est là que j'ai compris que quelque chose de fondamental avait changé. Les chambres avaient échangé leur place. La mienne, autrefois à droite, se trouvait maintenant à gauche, et la chambre d'amis avait pris sa place. D'abord, j'ai cru à une confusion due à la pénombre et au choc du bruit. Mais en sortant dans le couloir, en allumant mon téléphone pour éclairer autour de moi, la réalité s'est imposée avec une froide certitude. L'espace lui-même avait été altéré. Ce n'était pas un simple effet d'optique ou une illusion passagère, la disposition de mon propre appartement était inversée. Paniqué, j'ai tenté d'ouvrir la porte de ce qui aurait dû être ma chambre. Impossible. La serrure n'avait jamais fonctionné, et pourtant, la porte refusait de s'ouvrir, comme si elle n'avait jamais été conçue pour être franchie. J'ai essayé de forcer la poignée, de la pousser, mais c'était comme si la pièce était figée, un décor inaccessible, une coquille vide. L'angoisse est montée d'un cran lorsque j'ai quitté mon appartement pour tenter de comprendre si le phénomène s'étendait au-delà de mes murs. J'ai pris ma voiture et parcouru la ville. Rapidement, j'ai constaté que certaines routes étaient bloquées, inexistantes, comme si une partie du paysage avait été oubliée dans la transition. Des bâtiments familiers avaient disparu, d'autres étaient modifiés, légèrement différents, juste assez pour me troubler. Puis, il y a eu cette boutique. Un magasin que je connaissais bien, où j'avais l'habitude d'aller. Son enseigne affichait un nom légèrement différent, ce qui, dans d'autres circonstances, aurait pu passer inaperçu. Mais en m'approchant, quelque chose m'a frappé de plein fouet. À travers la vitre, je pouvais voir l'intérieur du magasin, sauf que ce n'était pas un magasin. C'était ma chambre. Mon ancienne chambre. Tout était là, exactement comme je l'avais laissé. Mes affaires, mes posters, mon bureau avec mes jeux et mes consoles. Une réplique parfaite, figée derrière la vitrine d'un lieu où elle n'aurait jamais dû se trouver. J'ai ressenti un vertige si puissant que j'ai dû reculer. Ce que cela signifiait dépassait l'entendement. Si ma chambre était là, cela voulait dire que des gens pouvaient y entrer. Que des inconnus foulaient cet espace qui m'appartenait, ignorant totalement qu'ils étaient dans ce qui, dans un autre monde, aurait été un espace privé. Pire encore, si ma chambre était ici, où menait réellement cette porte condamnée dans mon appartement? Je ne peux en parler à personne. Ici, tout le monde semble accepter cette réalité comme si elle avait toujours été ainsi. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que je ne suis pas censé être ici, dans cette version du monde où tout est légèrement décalé,
où des morceaux de mon ancienne vie sont dispersés dans des endroits absurdes. Je n'ai jamais essayé de forcer l'entrée de ce magasin. Je n'ose pas. Mais parfois, la nuit, je me demande ce qui se passerait si j'y entrais. Si j'ouvrais une de ces portes et que je me retrouvais face à mon propre reflet, coincé de l'autre côté. Il y a quelques jours, j'ai installé un nouveau porte-savon dans la salle de bain, fixé au mur avec un simple autocollant. Rien de bien compliqué. 2 jours plus tard, il s'est décollé et, avec le savon, a chuté directement dans la baignoire. Un détail étrange cependant, tout le monde était à la maison à ce moment-là, mais personne n'a entendu le bruit de la chute. Un objet en plastique frappant l'émail d'une baignoire aurait dû résonner dans tout l'appartement, et pourtant, c'est comme si le son n'avait jamais existé. Intrigué mais pas alarmé, j'ai simplement remis le porte-savon à sa place. Ce matin, alors que mon copain et moi étions chacun dans une pièce différente, nous avons tous les deux entendu un bruit net et reconnaissable, le choc du plastique et du savon contre la baignoire. Aucun doute possible, ça venait de la salle de bain. Pourtant, en allant vérifier, nous avons découvert que le porte-savon était toujours bien accroché au mur, à sa place, comme si rien ne s'était passé. Aucun objet n'avait bougé, tout était exactement comme avant. Nous avons cherché ailleurs, vérifié chaque pièce, mais rien ne manquait, rien n'était tombé. C'est là que j'ai eu une intuition troublante, et si ce que nous avions entendu n'était pas un nouvel événement, mais le son de la chute d'il y a quelques jours, qui venait seulement de nous parvenir. Un décalage temporel, un bruit perdu dans l'air, ayant pris son temps avant de se manifester. Cette pensée m'a donné un frisson. Entendre un écho venu du passé, un son qui avait attendu son moment pour se révéler, voilà qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. En avril 2017, alors que je vivais seul dans mon appartement de Mexico, entouré de mes livres et de mes 2 chats, Gordita, une petite tuxedo, et Ronnie, un grand siamois, un événement troublant est venu bouleverser ma routine. Ce matin-là, le soleil brillait, et comme chaque jour, j'étais parti enseigner à l'université. Mais une grève des travailleurs a interrompu les cours plus tôt que prévu. Certains collègues m'ont proposé d'aller boire un café pour discuter de la situation, mais une sensation étrange et insistante m'a traversé. Un pressentiment si fort que je ne pouvais pas l'ignorer, une urgence inexplicable, comme une force invisible qui me poussait à rentrer chez moi immédiatement. Ce n'était pas une inquiétude vague ou une simple intuition passagère, c'était presque un ordre, une nécessité impérieuse qui me donnait la sensation d'être tiré vers mon appartement. Sur le chemin du retour, ce malaise ne me quittait pas. Ce n'était pas la première fois que je ressentais une telle certitude, mais ces impressions étaient rares et toujours liées à des événements marquants. En arrivant devant ma porte, mon cœur battait plus vite sans que je sache pourquoi. J'ai sorti la clé, et à peine la porte ouverte, j'ai découvert, là, dans le couloir, une toute petite chatte écaille de tortue. Elle était si frêle qu'elle semblait à peine tenir debout. Son oreille était gonflée, son pelage sale, son corps amaigri. Elle était seule et vulnérable, mais quand nos regards se sont croisés, il y avait dans ses yeux quelque chose d'intense, presque déconcertant. Je me suis immédiatement approché d'elle, et à peine avais-je esquissé un geste qu'elle s'est précipitée vers moi, filant entre mes jambes. En un éclair, elle a bondi à l'intérieur de mon appartement, traversant le salon avec une familiarité déconcertante. Ce qui s'est passé ensuite reste l'un des moments les plus troublants de ma vie. Elle s'est arrêtée net au milieu de la pièce, s'est retournée vers moi et a planté ses yeux dans les miens. À cet instant précis, j'ai entendu quelque chose. Ce n'était pas une voix, pas un son extérieur, mais un message distinct qui résonnait dans mon esprit. Une phrase simple, saccadée, dans un mélange imparfait de mes 2 langues maternelles, l'espagnol et l'italien. Une sorte d'affirmation désarmante, comme si elle essayait de me parler, ici, ma maison. Toi, ma maman. J'ai senti mon estomac se nouer. La sensation était si forte que j'ai dû m'asseoir. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, ni un écho de mes propres pensées. J'ai l'habitude d'entendre ma propre voix intérieure, mon monologue interne, et c'était différent. Une autre présence, une autre conscience, distincte de la mienne, venait de s'adresser à moi sans prononcer un mot. La petite chatte,
elle, s'était déjà installée sur le rebord de la fenêtre, exposant son frêle corps au soleil comme si elle avait toujours su que cet endroit lui appartenait. Pendant ce temps, Gordita et Ronnie étaient restés figés, l'observant avec la même incrédulité que moi. Leur regard traduisait une confusion presque comique, un mélange de surprise et d'interrogation. L'après-midi avançait, et après avoir repris mes esprits, j'ai décidé d'aller acheter de la nourriture pour chatons et un panier. En descendant, j'ai croisé une voisine qui m'a raconté qu'elle avait vu la petite chatte errer devant ma porte toute la matinée, reniflant le seuil, essayant même de gratter pour entrer. Comme si elle savait qu'elle m'attendait. 8 ans ont passé depuis ce jour. Elle s'appelle Pidokia, et elle est devenue mon ombre, mon inséparable compagne. Nous partageons un lien indescriptible, une connexion qui dépasse les mots. Je n'ai plus jamais entendu cette voix dans ma tête, mais parfois, dans mes rêves, j'ai l'impression qu'elle est là, qu'elle traverse une autre dimension pour me retrouver. Et si, ce matin-là, je n'étais pas rentré? Était-ce elle qui m'avait appelé, d'une manière que je ne pourrais jamais expliquer? L'hiver 2011. La neige recouvrait tout autour de nous, une épaisse couverture blanche étouffant les bruits du monde. Mon ami et moi étions dehors, simplement assis là, profitant du calme que seule la nature en hiver peut offrir. Tout était normal, jusqu'à ce que quelque chose change. D'abord, une sensation difficile à décrire. Un déplacement, un basculement presque imperceptible mais indéniable, comme si l'air lui-même avait vacillé. Le silence est tombé d'un coup, absolu. Quelques secondes plus tôt, des oiseaux chantaient dans les arbres. Maintenant, je pouvais entendre le bruit infime des flocons touchant le sol. Ce n'était pas un silence naturel, mais un vide pesant, oppressant. J'ai regardé mon ami, l'esprit en alerte. « Tu ressens ça ?» Il a haussé les épaules, indifférent, comme si rien d'inhabituel ne se produisait. Mais avant que je puisse insister, un bruit lointain s'est fait entendre. Un son profond, métallique, difficile à identifier. Je l'ai d'abord pris pour le freinage d'un camion sur une route voisine, mais il est revenu, plus fort. Puis encore. À chaque répétition, il gagnait en intensité, se rapprochait, jusqu'à devenir assourdissant. Je me suis tourné vers mon ami, sentant mon propre cœur s'emballer. « Tu entends ça ?» À cet instant précis, le son a atteint une puissance inimaginable. Une stridence infernale, semblable à un train lancé à pleine vitesse qui s'arrêterait net juste devant nous. Mais il n'y avait rien. Rien devant nous, rien derrière nous, rien autour. Juste cette cacophonie inexplicable, ce hurlement venu de nulle part qui m'écrasait, me rendait minuscule face à quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, un mélange de panique et d'incompréhension totale. Sans réfléchir, nous avons couru. Traversant la neige à toute vitesse, nous avons rejoint ma maison et je me suis précipité à l'intérieur, appelant ma mère d'une voix tremblante. Elle est venue, visiblement déconcertée, me suivant jusqu'à la porte arrière. Mais ce qui m'a marqué, ce n'était pas son incompréhension, c'était son visage lorsqu'elle a ouvert la porte et écouté. Elle ne comprenait pas plus que moi. Ce qu'elle voyait dans mes yeux, je le voyais dans les siens, une absence totale de logique, un phénomène qui n'avait tout simplement pas de sens. Nous avons interrogé les autres personnes à l'intérieur de la maison. Personne n'avait rien entendu. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi, le rangeant dans un coin de ma mémoire comme un cauchemar éveillé dont je ne voulais pas trop m'attarder. Puis, vers 2014, j'ai découvert des enregistrements du même son, captés aux 4 coins du monde. Des vidéos d'un bruit gigantesque, mécanique, impossible à identifier. En les écoutant, j'ai ressenti la même chose qu'en cette nuit glacée de 2011, un vertige profond, une prise de conscience brutale de mon ignorance face au monde qui m'entoure. Depuis, je n'ai jamais revécu ce phénomène, mais je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi, qui ont entendu quelque chose ce jour-là, sans jamais pouvoir l'expliquer. L'idée de nager dans un ruisseau au cœur de la nuit avait toujours eu quelque chose d'exaltant. L'eau sombre, le murmure des arbres,
la sensation d'être seul dans un monde suspendu entre réalité et rêve. C'était devenu une habitude pour mes amis K, R et moi, une petite tradition nocturne. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Dès notre arrivée au parc, un malaise diffus nous a envahis. L'obscurité semblait plus épaisse, plus lourde, malgré le ciel dégagé. Il y avait un silence anormal, une sorte de vide dans l'air, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Nous avons traversé la lisière des arbres, avançant vers la partie la plus profonde du ruisseau. K, fidèle à lui-même, a sauté directement dans l'eau, brisant la surface noire dans un éclaboussement qui résonnait étrangement. R et moi, en revanche, sommes restés dans l'eau peu profonde, hésitants. Un sentiment de surveillance me rongeait, une impression persistante que nous n'étions pas seuls. Quelques minutes plus tard, un son venu du ciel a brisé le silence. Un grondement mécanique, profond et métallique, impossible à identifier. Tous les trois, nous avons figé sur place, nous échangeant des regards inquiets. Nous avons tenté de rationaliser, un train, un camion, peut-être même un avion. Quelque chose d'ordinaire, forcément. Nous avons essayé de nous convaincre et avons continué à nager. Mais le bruit est revenu, plus fort cette fois. Comme s'il s'était rapproché. Nous nous sommes instinctivement dirigés vers la berge, nos instincts prenant le dessus sur notre envie de rester. Puis, une troisième fois, le son a retenti, assourdissant, vibrant jusque dans nos os. Sans réfléchir, nous avons pris la fuite, courant à travers les arbres trempés, nos cœurs tambourinant dans nos poitrines. De retour à la voiture, essoufflés et paniqués, nous avons rapidement tenté de nous changer. Mais alors que je jetais un regard vers la lisière d'où nous venions, une sensation glaciale m'a traversé. Vous voyez ça? Ils ont regardé dans la même direction. Puis, lentement, ils ont hoché la tête. Dans le lit du ruisseau, une silhouette blanche, humanoïde mais anormale, avançait sur deux jambes, traçant des allers-retours, comme agitée. Sa démarche n'était pas naturelle. Puis, soudain, elle s'est arrêtée net et a tourné la tête vers nous. Un frisson a parcouru mon échine. Nous n'avons pas cherché à comprendre. Nous avons bondi dans la voiture, claqué les portières et allumé les phares. Le faisceau de lumière a balayé les arbres, mais la silhouette avait disparu. Le trajet du retour s'est fait en silence. L'adrénaline retombait, mais l'incompréhension restait. Ce n'était pas seulement la peur qui nous rongeait, c'était la certitude que nous avions vu quelque chose qui ne devait pas exister. Ce soir-là, alors que nous étions de retour à notre dortoir, cherchant à reprendre nos esprits, un dernier détail a achevé de nous glacer. Un hélicoptère noir a traversé le ciel en direction du parc. Aucune explication rationnelle ne nous a jamais satisfaits. Peut-être que certains éléments de cette nuit étaient de simples coïncidences, mais une chose est sûre, nous n'avons plus jamais nagé dans ce ruisseau. La maison de mes parents avait un salon qui donnait directement sur l'escalier menant au deuxième étage. Depuis le canapé, on pouvait voir tout le couloir à l'étage, y compris la porte de la salle de bain qui se trouvait juste au sommet des marches, légèrement sur la gauche. Ce soir-là, ma famille était en vacances et j'avais demandé à mon cousin de venir passer la soirée avec moi. Après plusieurs jours seul dans cette maison, j'avais juste envie d'un peu de compagnie. On était installés sur le canapé, plongés dans une partie de Xbox, la lumière tamisée, les seuls bruits étant ceux du jeu et de nos échanges distraits. L'escalier était juste en dehors de mon champ de vision directe, mais je pouvais en percevoir le haut du coin de l'œil. C'est là que j'ai aperçu quelque chose. Un mouvement furtif, un visage grisâtre qui s'est penché un instant hors de l'embrasure de la salle de bain. Juste une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour en être certain, mais assez pour que mon cerveau enregistre l'anomalie. Je n'ai pas réagi. Pas tout de suite. Mon instinct me disait que c'était juste un de ces jeux d'ombre qu'on capte parfois du coin de l'œil. Une illusion passagère. Alors j'ai continué à jouer, focalisé sur l'écran, essayant de ne pas y prêter attention. Puis, 3 secondes plus tard, mon cousin a parlé. « T'as vu ça ?» Nos regards se sont croisés et, à cet instant précis,
mon estomac s'est retourné. Ce n'était plus une illusion. Il l'avait vu aussi. Il n'avait pas bougé non plus, mais il savait. Il avait vu la même chose. Un visage gris, des cheveux noirs. Et surtout, la façon dont ça s'était déplacé. Ça ne s'était pas tenu debout dans l'embrasure de la porte, ni même accroupi. Ça avait glissé. Comme si c'était allongé sur le sol et que sa tête seule s'était avancée hors du cadre de la porte avant de disparaître dans un mouvement fluide. L'adrénaline a pris le dessus. On s'est levé d'un bond, on a allumé toutes les lumières et monté les escaliers d'un pas déterminé. La salle de bain était vide. On a fouillé chaque recoin, vérifié derrière la douche, regardé dans les placards. Rien. Même les valises rangées dans le placard ont été inspectées, comme si quelque chose de cette taille aurait pu s'y dissimuler. Mais il n'y avait rien, aucune trace. Juste le silence pesant d'une maison qui, quelques instants plus tôt, avait accueilli quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. J'avais une dizaine d'années quand je me suis réveillé un matin avec une sensation étrange, presque inquiétante, je ne me souvenais absolument pas de la veille. Pas un seul détail, pas un seul instant, comme si cette journée n'avait tout simplement jamais existé pour moi. Intrigué, un peu inquiet, j'en ai parlé à mon petit frère, qui avait 8 ans à l'époque. À ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait le même problème. Pourtant, je ne l'ai pas cru. Il était jeune, il adorait plaisanter et jouer à faire semblant, alors que de mon côté, j'étais sincèrement troublé. Sa réaction enjouée n'a fait que rendre la situation plus absurde. Mes parents ont interprété ça comme un jeu entre nous et n'ont pas cherché à comprendre davantage. Malgré mon insistance, ils n'ont rien pris au sérieux. Tout ce que je voulais, c'était un détail, un simple événement qui aurait pu raviver ma mémoire, un indice pour reconstituer cette journée disparue. Mais personne n'a fait l'effort de me rappeler quoi que ce soit, comme si, pour eux, il n'y avait rien d'inhabituel. Avec le temps, l'étrangeté de cet épisode est restée intacte. Mon frère, lui, a fini par oublier cette histoire, ou peut-être qu'il n'a jamais vraiment ressenti ce que j'ai vécu. Quant à moi, 30 ans plus tard, je suis toujours le seul à me souvenir de ne pas me souvenir. Je suis sorti de ma chambre et ai traversé le couloir en direction de la cuisine, comme n'importe quel jour ordinaire. Je passais le seuil de la porte quand, d'un coup, une boule de lumière a jailli à travers la pièce. Un éclair bleu-blanc, vif et sauvage, déchirant l'air en un arc brutal. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre. J'ai cligné des yeux et me suis retrouvé dans ma chambre. Pas en train de rebrousser chemin, pas en train de reculer sous l'effet de la surprise. Juste là, debout, exactement là où j'avais commencé, comme si tout ce qui venait de se passer n'avait été qu'un instant déréalisé, un faux mouvement de l'univers. Le cœur battant, j'ai avancé prudemment dans le couloir. Cette fois, je me suis arrêté avant d'entrer dans la cuisine. Mon coloc était là, debout au milieu de la pièce, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'un mot ne sorte. Il m'a regardé avec une expression de pur désarroi. Il ne comprenait pas plus que moi ce qui venait de se passer. Il a fini par me raconter que, dans un moment d'inattention, il avait coincé le cordon du presse-sandwich entre les plaques brûlantes. Le câble avait fondu, provoquant un court-circuit violent et ce que je pouvais maintenant identifier comme une décharge électrique traversant la pièce sous la forme d'un arc lumineux. Ce qui reste inexplicable, c'est comment j'ai pu me retrouver propulsé en arrière, non pas projeté physiquement, mais littéralement déplacé sans traverser l'espace entre les deux points. Pas un bruit, pas une sensation de recul, rien. Juste un saut, instantané et incompréhensible, d'un bout à l'autre de la maison. Quand j'étais enfant, ma sœur aînée avait invité 2 amis à passer la nuit chez nous. Nous avions installé le canapé-lit dans le salon, et nous étions 3 à y dormir, Keisha d'un côté, moi de l'autre, et Kirsten au milieu. Ma sœur, elle, s'était installée dans un fauteuil inclinable juste devant la porte de sa chambre, de façon à bloquer l'accès de l'extérieur. Impossible d'ouvrir la porte sans la déplacer,
et ma sœur étant une dormeuse très légère, elle se serait réveillée au moindre mouvement. La nuit s'est déroulée normalement, sans le moindre incident. Pourtant, au matin, quelque chose clochait. Kirsten n'était plus là. Keisha et moi nous sommes regardés, perplexes, avant de supposer qu'elle avait simplement eu faim et était montée dans la cuisine avant nous. Nous n'y avons pas trop réfléchi et avons décidé d'en faire autant. Mais avant cela, ma sœur voulait passer par sa chambre pour récupérer quelque chose. Elle a poussé son fauteuil, dégagé la porte, et l'a ouverte. Et c'est là que nous avons tous figé. Kirsten était dans la chambre. Pas juste dans la chambre, mais confortablement installée dans le lit de ma sœur, profondément endormie sous les couvertures comme si elle y avait passé toute la nuit. Nous l'avons secouée doucement pour la réveiller, confus et un peu secouée. Elle a ouvert les yeux, nous a regardés avec l'air de quelqu'un qu'on tirait d'un rêve trop profond. Nous lui avons demandé comment elle était arrivée là, comment elle avait pu quitter le canapé-lit sans réveiller personne, ouvrir une porte bloquée par un fauteuil et s'installer tranquillement dans le lit. Sa réponse nous a glacés. Elle pensait que nous l'avions déplacée pendant la nuit. Qu'on lui jouait une mauvaise blague. Pendant des mois, elle a refusé de croire que nous n'avions rien fait. Mais nous savions la vérité, nous ne l'avions jamais touchée. J'ai essayé, avec les années, de trouver une explication. Somnambulisme ? Mais comment aurait-elle pu déplacer le fauteuil sans réveiller ma sœur ? Une plaisanterie ? Mais qui aurait pu la déplacer sans qu'aucun de nous ne s'en rende compte ? Je ne sais pas comment elle est passée de ce canapé à cette chambre. Tout ce que je sais, c'est qu'aucun de nous n'a vu, ni entendu, ni ressenti quoi que ce soit. Comme si la nuit elle-même l'avait simplement déplacée. J'étais seul à la maison avec ma petite sœur, qui devait avoir 3 ans à l'époque. Elle dormait paisiblement dans ma chambre pendant que je sortais pour aller aux toilettes. La maison était vide, aucun bruit particulier, juste le silence habituel d'un endroit où l'on se sent censé être en sécurité. Assis là, perdu dans mes pensées, j'ai soudain entendu un bruit distinct provenant de la cuisine. Un raclement lent, le son caractéristique d'une chaise qu'on déplace sur le carrelage. Mon cœur a immédiatement accéléré. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, et pourtant, ce bruit était bien réel. En sortant de la salle de bain, j'ai tourné la tête vers la cuisine et là, mon sang s'est glacé. Une des chaises de la table à manger avait été déplacée. Mais pas juste tirée à quelques centimètres par un courant d'air, elle avait été poussée sur une bonne distance, tournée avec une précision étrange, parfaitement orientée vers le couloir. Le couloir qui menait à ma chambre. J'ai foncé vérifier ma sœur. Toujours endormie, paisible, respirant doucement sous sa couverture. J'ai fait le tour de la maison, cherchant une explication rationnelle. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres bien fermées. Pas le moindre signe d'intrusion, aucun bruit suspect. Impossible qu'un simple courant d'air ait déplacé cette chaise sur plus d'1 mètre et l'ait tournée avec autant de précision. Ce n'était pas un incident isolé. À cette période de ma vie, je me réveillais presque systématiquement à 3 heures du matin, comme si quelque chose me tirait hors du sommeil. À chaque fois, une sensation glaçante m'envahissait. Une nuit en particulier, la plus marquante, j'ai senti une main froide se poser sur mon torse, juste au-dessus de mon cœur. Une pression subtile mais indéniable, une présence que je ne pouvais ni voir ni expliquer. Une amie est venue dormir chez moi cette nuit-là. J'ai toujours été quelqu'un qui rêve, chaque nuit sans exception. Mais cette fois, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous nous sommes couchés comme d'habitude, et j'ai eu l'impression de cligner des yeux à peine une fraction de seconde avant de me réveiller. Il n'y avait aucune transition, aucun souvenir d'un rêve ou du moindre instant d'endormissement. J'étais en train de penser au film que nous avions regardé juste avant de dormir, j'ai fermé les yeux, puis en les rouvrant, il faisait déjà jour. Ce n'était pas comme d'habitude, où l'on sent vaguement le temps qui passe dans le sommeil. Là, c'était instantané, comme si la nuit avait été effacée. Un sentiment étrange me pesait, une sensation d'incongruité difficile à expliquer.
Pour voir si j'étais la seule à ressentir ça, j'ai demandé à mon amie si elle avait bien dormi. Elle a soupiré et m'a répondu qu'elle se sentait encore fatiguée, comme si elle venait tout juste de fermer les yeux. À cet instant précis, un frisson m'a parcouru. C'était exactement ce que j'avais ressenti moi aussi. J'ai préféré garder ça pour moi, de peur d'avoir l'air paranoïaque, mais l'étrangeté de cette nuit ne m'a jamais quitté. Je me demande si d'autres ont déjà vécu cette sensation de perdre complètement la notion du temps, comme si un simple clignement d'yeux faisait disparaître des heures entières sans la moindre trace. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je passais tous mes week-ends à jouer au foot avec mes amis. Un jour, un type, probablement 18 ou 19 ans, est sorti de nulle part et s'est joint à nous. Il portait un kimono de karaté, ce qui était déjà étrange en soi, et au lieu de vraiment jouer, il se contentait de balancer des coups de pied dans tous les sens. Complètement hors de propos, mais pour une raison inconnue, son visage est resté gravé dans ma mémoire. 15 ans plus tard, alors que j'étais à l'université, je l'ai aperçu en train de marcher sur le campus. Instantanément, j'ai su que c'était lui. Le même visage, la même allure. J'ai trouvé ça bizarre, mais après tout, le monde n'est pas si grand. Puis, une semaine après, ma copine et moi avons décidé de partir en week-end dans une ville à 3 heures de route. En nous promenant dans un parc, qui est-ce que je vois assis dans l'herbe en train d'embrasser un mec? Le type au kimono de karaté. J'ai immédiatement raconté ça à ma copine, un peu troublée par la coïncidence, mais elle m'a simplement répondu que je devais me faire des films. Encore une semaine passe et je pars en vacances avec ma famille. Cette fois, c'est à des milliers de kilomètres, un vol de 2 heures vers une station balnéaire où nous allions chaque année. Un soir, je sors faire la fête avec mes cousins et, à un moment, je sors fumer devant le bar. Au moment où j'allume ma cigarette, quelqu'un passe la porte au même instant. Nos regards se croisent. C'est lui. Le même type, encore une fois. Lui, en revanche, ne semble pas me reconnaître. Moi, par contre, je suis en plein trip à ce stade. 3 fois, dans 3 endroits totalement différents, à des centaines voire des milliers de kilomètres de distance. Je prends mon téléphone, j'appelle ma copine en pleine nuit pour lui raconter. Réaction immédiate, t'es en train de devenir fou. Je veux bien croire aux coïncidences, mais là, ça commençait à ressembler à un bug dans la matrice. Depuis, j'ai déménagé sur un autre continent. Si jamais je recroise Karaté Guy, je crois que cette fois, je vais littéralement perdre mon sang-froid. Il y a eu 3 ou 4 moments dans ma vie où j'ai vécu des expériences que je ne peux toujours pas expliquer. Mais la plus étrange de toutes s'est déroulée avec mes frères et sœurs, une nuit dont le souvenir reste gravé dans ma mémoire. À l'époque, notre maison n'était pas encore totalement achevée, et nous dormions tous les 3 dans la même pièce, au 2e étage. La nuit était calme, ordinaire, et nous étions encore éveillés, bavardant avant de nous endormir, lorsque soudain, une lumière d'une intensité exceptionnelle a inondé la pièce. Ce n'était pas une lueur diffuse ni un simple reflet, mais un éclair d'une brillance aveuglante, si puissant qu'il a illuminé chaque recoin de la chambre. Cela n'a duré qu'1 à 2 secondes, un instant fugace mais d'une intensité si frappante qu'il nous a tous laissés figés. Le plus troublant était l'origine de cette lumière. Nous étions au 2e étage, et la fenêtre donnait sur l'arrière de la maison, un terrain vague où il n'y avait ni lampadaire, ni voiture, ni aucune source lumineuse visible. La manière dont la pièce entière s'était illuminée excluait toute possibilité qu'il s'agisse d'une lumière venant du sol. L'effroi s'est emparé de nous, et mon frère aîné, pris de panique, a crié, déclenchant une réaction immédiate. Nous avons appelé nos parents, qui sont arrivés en trombe. Mon père a voulu comprendre ce qui s'était passé et nous sommes tous montés sur la terrasse pour voir si quelque chose d'inhabituel se trouvait dans le ciel. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu un phénomène encore plus étrange. 2 points lumineux, comme des étoiles, semblaient flotter à distance, puis, en l'espace de quelques secondes, ils se sont rapprochés l'un de l'autre avant de disparaître. Mon père a vu exactement la même chose, et pendant plusieurs minutes, nous sommes restés là, scrutant le ciel, espérant trouver une explication rationnelle.
Mais il n'y avait plus rien, seulement la nuit silencieuse et l'étrange impression d'avoir assisté à quelque chose qui nous dépassait. Les jours suivants, nous avons essayé de comprendre ce que nous avions vécu, sans succès. Aucune source lumineuse possible, aucune explication logique, seulement ce flash inoubliable et ces 2 étoiles qui s'étaient volatilisées sous nos yeux. L'événement aurait pu rester un mystère isolé, une anomalie inexplicable, mais quelques années plus tard, ma mère a rapporté avoir vu la même lumière, dans la même maison, alors qu'elle était seule. Je n'ai jamais pu dater précisément cette nuit, mais je sais que c'était quelque part entre 2008 et 2010. Aujourd'hui encore, je vis dans cette maison, à Capiata, et parfois, en regardant par la fenêtre, je me demande si cette lumière reviendra. Tout s'est passé en quelques minutes, mais le souvenir de cet instant me trouble encore. J'étais dans la cuisine avec ma femme et ma fille cadette, debout devant le garde-manger, les portes ouvertes, cherchant quelque chose à grignoter. Mon choix s'est porté sur un sachet de chips Terra. J'en ai mangé quelques-unes, refermé le paquet avec une pince, puis, pris d'une autre envie, j'ai ouvert un sachet de Doritos. Après en avoir goûté, j'ai changé d'avis et voulu reprendre des Terra Chips. C'est là que quelque chose d'étrange s'est produit. Impossible de remettre la main sur le sachet que je venais pourtant de refermer. J'ai cherché sur les étagères, le plan de travail, même dans les tiroirs. Rien. J'ai demandé à ma femme et à ma fille de m'aider, elles ont d'abord ri, pensant que je plaisantais, mais très vite, elles ont réalisé que le sachet avait bel et bien disparu. Nous avons fouillé toute la cuisine sans succès. Comment pouvais-je avoir perdu quelque chose en restant immobile devant le garde-manger ? C'est alors que ma fille aînée est entrée dans la cuisine. Je lui ai raconté l'histoire, certain qu'elle allait trouver une explication logique. Mais sa réponse m'a glacé. Elle m'a assuré que c'était impossible que j'aie mangé des Terra Chips, car elle les avait emportés dans sa chambre la veille, et qu'elles y étaient toujours. Incrédule, je suis monté voir. Et là, posé à côté de son lit, exactement où elle les avait laissés, se trouvaient les chips que j'étais persuadé d'avoir mangés quelques minutes auparavant. J'ai saisi le paquet, pris une chips et les goûté. La saveur était identique à celle que j'avais en bouche plus tôt. Pourtant, ce paquet n'avait pas bougé de sa chambre. À 18 ou 19 ans, je travaillais dans un cabinet d'avocats situé à 1 heure de chez moi. Chaque matin, c'était le même rituel, 2 bus, un train, puis un quart d'heure de marche pour rejoindre le bureau. Pour être à l'aise, j'avais pris l'habitude de porter des baskets pendant le trajet, puis de les échanger contre mes chaussures de travail en arrivant. Ce matin-là, tout avait commencé normalement. Je m'étais levé, j'avais retiré ma montre avant d'aller sous la douche, puis, en sortant, impossible de remettre la main dessus. Elle avait littéralement disparu. J'ai retourné la salle de bain, fouillé chaque tiroir, vidé les placards, scruté chaque recoin. Rien. Après un bon moment à chercher, j'ai abandonné et j'ai continué ma routine, agacé mais résigné. La journée a suivi son cours et en arrivant au bureau, j'ai raconté à mon patron que j'avais perdu ma montre. J'étais un peu parano à l'idée d'être en retard toute la journée, habitué à la vérifier en permanence. Il m'a regardé, l'air presque distrait, et a lâché, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Elle est dans ton Adidas droit. Un silence. Je l'ai fixé, incrédule. Il s'est levé et m'a suivi jusqu'à mon bureau. J'ai enlevé ma basket, et là, au fond, il y avait ma montre. J'avais fait 2 trajets en bus, un en train et 15 minutes de marche, et je n'avais rien senti. Je l'ai regardé, cherchant une explication, mais il avait l'air aussi paumé que moi. Il a simplement haussé les épaules et dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est sorti tout seul. » Et c'était tout, aucun raisonnement, aucune intuition logique. Juste un moment d'étrange synchronicité, comme si quelque chose en lui savait, sans qu'il puisse expliquer comment. Quand j'étais enceinte de 7 mois de mon premier enfant, mon grand-père est décédé. C'était bien plus qu'un grand-père pour moi, il m'avait en partie élevé.
Sa disparition a été un coup dur, et pendant longtemps, j'ai évité de parler de lui. Trop douloureux, trop de souvenirs encore à vif. Ma fille est née quelques mois plus tard. Elle ne l'a jamais connu, et comme je ne mentionnais presque jamais son nom, il n'existait pour elle qu'en photo, rangée dans des albums qu'elle était encore trop jeune pour explorer. Quand elle était bébé, j'ai commencé à remarquer un petit rituel étrange. Assise sur mon lit, elle fixait le couloir et se mettait à sourire, parfois à agiter la main comme si elle saluait quelqu'un. Au début, j'ai pensé qu'elle réagissait simplement au jeu de lumière filtrant par la fenêtre. Mais elle continuait, invariablement, à fixer le même endroit, peu importe où elle se trouvait dans la maison. Puis, en grandissant, elle a commencé à parler. Des phrases qui n'avaient aucun sens pour nous, mais qui, pour elle, étaient une évidence. Des choses comme « Non, désolé, je ne peux pas jouer, je dois manger mon petit déjeuner » ou « Ah, tu me fais trop rire ». Un jour, intrigué, je lui ai demandé avec qui elle parlait. Elle a simplement répondu « Le gentil monsieur ». J'ai souri en supposant que c'était un ami imaginaire, une de ces inventions d'enfants qui peuplent leur monde invisible et merveilleux. Ces petits échanges se produisaient une fois de temps en temps, rien d'inquiétant, juste une habitude curieuse. Mais quand elle a eu 2 ans et que j'ai eu mon deuxième bébé, tout a changé. Ma mère était venue vivre avec nous quelque temps pour m'aider avec le nouveau-né, et soudain, le gentil monsieur était là chaque matin. À chaque petit déjeuner, ma fille lui parlait avec enthousiasme, toujours tournée vers le couloir, toujours avec cette joie naturelle et innocente. Un matin, ma mère, amusée, lui a demandé qui était cet ami imaginaire qui semblait tant la fasciner. J'ai attendu la réponse habituelle, persuadé qu'elle allait répondre le gentil monsieur comme d'habitude. Mais au lieu de ça, ma fille a levé les yeux vers elle, l'a regardé droit dans les yeux, a pointé son petit doigt vers elle et a dit « C'est ton papa, Nana. Dis-lui bonjour. » Le bruit de la tasse de thé brisée contre le carrelage nous a fait sursauter. Ma mère était figée, muette et moi aussi. Ma fille ne pouvait pas savoir. Je parlais rarement de mon grand-père, et jamais je ne l'avais appelé « papa » en parlant de lui. Pour moi, c'était mon grand-père, et pour elle, il n'était censé être personne. Pourtant, à cet instant précis, elle venait de nommer mon grand-père pour ce qu'il était réellement, le père de ma mère. Les yeux embués, ma mère a fini par souffler, la voix tremblante, « Tu peux lui dire que je lui dis bonjour aussi. » Ma fille a simplement hoché la tête, a repris une cuillère de céréales et a continué son petit déjeuner comme si de rien n'était. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Parfois, quand le soleil traverse le couloir à la bonne heure, elle lève la main et lance un « Salut, gentil monsieur » avant de reprendre ses jeux. Je ne crois pas aux fantômes. Mais je ne peux pas expliquer ça. Et je sais que je ne l'oublierai jamais. J'avais 9 ans et, comme tous les jours après l'école, je rentrais chez moi avec ma meilleure amie. Nous étions toujours prudentes en traversant la grande route qui séparait notre quartier de l'école, mais ce jour-là, mon attention a été détournée par un chat noir qui nous suivait depuis plusieurs minutes. Il marchait d'un pas tranquille, l'air presque déterminé, comme s'il savait exactement où il allait. Arrivé au bord du trottoir, nous nous sommes arrêtés. Mon ami s'est baissé pour caresser le chat, tandis que, sans réfléchir, je me retournais pour traverser. Par habitude, j'aurais dû regarder des 2 côtés, mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Le choc a été instantané. À peine avais-je avancé qu'un éclat d'argent a attiré mon regard. Une voiture, une berline argentée, fonçait droit sur moi, bien trop proche pour que je puisse réagir. Mon corps s'est figé, incapable de bouger, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. À ma droite, mon ami a hurlé mon nom. Puis, sans que rien ne semble bouger, sans bruit, sans mouvement visible, la voiture était passée de l'autre côté. Pas dans une autre voie, pas après une embardée. Elle était simplement de l'autre côté de moi, poursuivant sa route comme si elle ne m'avait jamais frôlé. Le souffle court, je me suis élancé pour finir de traverser, le cœur battant à tout rompre. Mon ami me regardait avec de grands yeux, encore secoués.
Elle m'a demandé comment j'avais pu traverser la voiture. Ces mots m'ont frappé d'un vertige étrange, car moi aussi, quelque chose n'allait pas. Tout autour de nous semblait légèrement décalé. L'air paraissait plus net et plus lumineux, et les contours des choses vibraient légèrement, comme une image qui se trouble un instant avant de revenir en place. Ce n'est que lorsque j'ai levé les yeux que j'ai remarqué un autre détail troublant. Quelques instants plus tôt, le ciel était couvert et le vent soufflait. Maintenant, le soleil brillait d'un éclat parfait, sans un seul nuage. En me retournant, mon regard a croisé celui du chat noir, resté de l'autre côté de la rue. Il était assis là, immobile, ses yeux fixés sur moi. Un instant plus tard, il s'est relevé, a tourné les talons et s'est éloigné d'un pas tranquille, comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Mon mari travaillait dans une petite maison de retraite, un établissement modeste qui n'accueillait que 3 résidents. Sa tante dirigeait l'endroit et, comme mes cours à l'université se déroulaient à proximité, j'avais pris l'habitude de passer la fin de son service avec lui, profitant de ces moments pour discuter avec les résidents. Ce soir-là, comme d'habitude, il a aidé les pensionnaires à se coucher, puis il est descendu chercher son chèque de paie pendant que je faisais le tour de la maison pour éteindre les lumières. Tout était calme, la douceur du soir pesait sur les couloirs. En atteignant le sommet de l'escalier, j'ai tourné la tête machinalement vers le couloir qui menait aux chambres. C'est là que je l'ai vue. Une femme, debout juste devant l'une des portes. Elle portait une robe longue d'un vert pâle, d'un autre temps, avec des plis et des détails évoquant une mode ancienne. Victorienne, peut-être. Son visage était tourné vers la porte, son oreille pressée contre le bois, comme si elle écoutait attentivement. J'ai ouvert la bouche, prête à lui demander qui elle était et ce qu'elle faisait là. Avant que je ne puisse prononcer un mot, elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux ont croisé les miens, son regard calme et assuré. Puis, avec une lenteur calculée, elle a levé un doigt à ses lèvres et m'a fait signe de me taire. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Mon corps a agi avant mon esprit. Je me suis retourné et j'ai détalé dans l'escalier, manquant de perdre l'équilibre. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai atteint le bureau de la tante de mon mari. Elle a levé les yeux vers moi et, sans même attendre une explication, a dit d'une voix posée : « Tu as vu la femme en vert ?» Ce n'était pas une question mais une certitude. La gorge nouée, j'ai hoché la tête. Elle m'a demandé devant quelle porte elle se trouvait. J'ai répondu. Elle a soupiré. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était elle. Sa voix était calme, mais lourde. Elle nous a annoncé que la résidente dont la femme en vert surveillait la porte avait été retrouvée inconsciente dans son lit, plongée dans un coma dont elle ne s'est jamais réveillée. Elle est morte quelques heures plus tard. À ce jour, je ne sais pas qui était cette femme, mais une chose est sûre, elle savait. J'avais 15 ans et ce soir-là, j'étais seul à la maison. Il devait être autour de 21h30, et comme d'habitude, je prenais une douche avant de me poser pour la nuit. L'eau chaude, le bruit apaisant, la routine familière. Rien d'inhabituel. Puis, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte de la salle de bain. D'un ton habituel, sans même y penser, j'ai répondu « J'en ai pas pour longtemps », en supposant que c'était mon père ou l'un de mes frères qui venait de rentrer et voulait utiliser la salle de bain. Silence et quelques secondes passent. Puis le bruit recommence. Mais cette fois, ce n'est plus un simple coup léger. C'est du martèlement. Viol, insistant. Comme si quelqu'un frappait à pleine force, avec les poings, essayant presque de défoncer la porte à main nue. Là, une tension glaciale s'est installée dans ma poitrine. L'hypothèse du simple « quelqu'un qui veut entrer » s'est effacée, remplacée par un doute plus sourd. Mais mon père aimait les blagues un peu trop poussées, alors j'ai soupiré, agacé, enroulé une serviette autour de moi et ouvert la porte en lançant un « Mais c'est quoi ton problème ?» Personne dans le couloir, personne dans la maison. J'ai parcouru chaque pièce, chaque recoin. Tout était verrouillé, fenêtre comprise.
Aucun signe d'une présence récente. Aucune voiture dans l'allée. J'étais bel et bien seul. Ce n'était que le début. Les semaines suivantes, des choses plus discrètes ont commencé à se produire. Des objets qui changeaient de place. Des bruits dans des pièces vides. Des sensations de mouvement du coin de l'œil alors qu'il n'y avait rien. Rien d'aussi viol que cette première nuit, mais suffisant pour qu'on commence à en parler. Suffisant pour que tout le monde dans la famille finisse par admettre qu'il se passait quelque chose. On a fini par donner un nom à cette présence. Une manière de la rendre moins menaçante, de la transformer en une histoire de famille plutôt qu'en une véritable angoisse. On l'a appelé Edgar. Edgar nous a suivis jusqu'au jour du déménagement. Et une fois parti, plus rien. Comme si tout cela appartenait uniquement à cette maison. Assis sur mon canapé, la télécommande à la main, je zappais distraitement d'une chaîne à l'autre. Un geste automatique, sans but précis. Il était tard, et pourtant je ne trouvais pas le sommeil. Alors je laissais les images défiler devant moi, espérant que mon esprit finisse par s'épuiser. Et puis, cette sensation. Elle n'était pas nouvelle. Je la connaissais bien. Comme une présence invisible derrière mon dos, quelque chose d'inexplicable qui me donnait des frissons. Au début, j'essayais de me raisonner, ce n'était rien, juste une impression. Mais plus je changeais de chaîne, plus cette impression devenait oppressante. Je passais d'un programme à l'autre, mais chaque chaîne semblait se ressembler. Elle différait, bien sûr, dans la forme, dans le décor, dans le ton, mais il y avait quelque chose de troublant, un fil conducteur que je ne pouvais pas ignorer. Une émission de cuisine où le chef, en pleine préparation, levait soudainement la tête et fixait la caméra avec un sourire presque trop appuyé. Un documentaire animalier où le narrateur décrivait la manière dont certains prédateurs guettent leur proie avant de l'attaquer, et son regard, figé, donnait l'étrange impression qu'il s'adressait à moi. Un journal télévisé où le présentateur parlait de faits divers, et au détour d'une phrase, mentionnait un nom, le mien. J'ai cru avoir mal entendu. Mais j'ai reculé la vidéo, et non, c'était bien ça. Mon prénom, glissé naturellement dans un discours anodin, comme s'il avait toujours été là. La sueur a commencé à perler sur ma nuque. J'ai continué à zapper, le souffle court. Une émission de télé-réalité où un candidat, sans raison apparente, s'arrêtait au milieu d'une phrase et regardait fixement l'objectif, comme s'il attendait quelque chose de moi. Un dessin animé où un personnage, pourtant d'habitude innocent, me lançait un regard étrange. Une série où un acteur, en plein dialogue, tournait légèrement la tête, observant la caméra en silence avant de reprendre son rôle comme si de rien n'était. Tout semblait tourner autour de moi. Comme si chaque programme, chaque détail était destiné à capter mon attention, à m'envoyer un message. C'était subtil, mais je le voyais, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je me sentais comme piégé dans un mauvais remake du Truman Show, sauf que cette fois, il n'y avait pas de public visible, pas de réalisateur pour orchestrer le tout. Juste une immense mise en scène dont je ne comprenais pas l'origine. J'ai éteint la télévision d'un coup sec. Mais même là, l'écran noir me renvoyait mon propre reflet, et une étrange impression que quelque chose, quelque part, continuait de m'observer. Ce n'était pas la première fois que je ressentais ça. Depuis des années, cette impression me poursuivait. Dans la rue, au supermarché, même chez moi. Le sentiment d'être observé en permanence, analysé, évalué. Par qui ? Je n'en savais rien. Mais c'était là. J'ai fini par consulter un médecin, persuadé de développer des symptômes schizophréniques. Il m'a écouté, pris des notes, posé des questions. Mais après plusieurs séances, les résultats sont tombés, je n'avais aucun trouble psychiatrique. Tout allait bien. Tout était censé être normal. Alors pourquoi avais-je toujours cette impression ? Depuis ce jour, j'ai fait un choix radical. J'ai jeté ma télévision. J'ai supprimé toutes les applications de mon téléphone. J'ai arrêté d'utiliser mon ordinateur, sauf pour le strict nécessaire. J'ai coupé tous les écrans de ma vie, convaincu qu'ils étaient le canal par lequel ils me surveillaient,
qu'ils étaient une fenêtre invisible à travers laquelle quelque chose m'épiait. Mais ça ne s'est pas arrêté. Dans la rue, parfois, je croise des inconnus dont le regard s'attarde une seconde de trop sur moi. À la boulangerie, la caissière prononce mon prénom avant même que je ne lui dise. Dans le métro, des conversations que je capte à la volée semblent toujours étrangement en lien avec des pensées que j'avais quelques heures plus tôt. Je ne peux pas prouver que je suis surveillé, mais je le ressens. Partout. Tout le temps. Parfois, je me demande si nous ne vivons pas tous dans une immense télé-réalité, une simulation sophistiquée où nous ne sommes que des sujets d'observation. Un monde conçu pour nous donner l'illusion du libre arbitre, alors qu'en réalité, chaque détail est minutieusement orchestré. Une série dont nous sommes les personnages, mais dont nous ne connaissons ni le scénario, ni le réalisateur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.